Bon, alors dans cette vidéo-ci, je vais passer rapidement sur ce qu'on va aller faire au laboratoire, notre premier laboratoire sur le MRUA, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, qui va se faire par l'entremise d'un chariot qui va être accéléré, soumis à une accélération constante. Je vais passer rapidement sur le laboratoire lui-même parce qu'il aura été traité dans une autre vidéo. Dans cette vidéo ici, et dans une autre qui lui est associée, je vais surtout me concentrer sur l'utilisation du chiffrier Excel, donc vous initier tout le traitement de données qu'on va faire à travers Excel. Dans cette partie-ci, ça va être surtout pour entrer des fonctions. Je vais également parler dans cette vidéo ici des incertitudes sur les valeurs mesurées, les valeurs calculées, quelle méthode on va employer pour les calculs d'incertitude, pour les chiffres significatifs. Dans la vidéo qui suivra, je me concentrerai plutôt sur comment faire un graphique. En cours de route, je vais vous montrer aussi comment aller chercher d'autres informations complémentaires. Alors, si on regarde ici ce qu'on va faire au laboratoire, on va avoir un chariot qui va être attaché à une corde et au bout d'une poulie, il y aura une masse. Cette masse-là est soumise à la gravité, donc elle va tomber, elle va tirer le chariot, elle va tomber ici avec une certaine accélération. Le chariot va être soumis à la même accélération. Quand la petite lamelle qui est ici va passer sous le premier capteur optique, ça va déclencher un chronomètre. Quand la lamelle va arriver ici, passer sous le deuxième capteur, ça va arrêter le chronomètre et on aura donc, pour chacune des distances parcourues, on aura un temps et on pourra bâtir une courbe, un graphique du déplacement X en fonction du temps. On aura appris en classe que le déplacement X est proportionnel au carré du temps. Et on va voir que la vitesse aussi, quand elle est soumise à, le chariot est soumis à une accélération constante, la vitesse va augmenter de façon constante, donc de façon proportionnelle au temps. Ce qui va nous amener à faire dans ce labo ici plusieurs graphiques. Un du déplacement directement en fonction du temps, qui devrait donner une parabole, étant donné que x est proportionnel à t au carré. Un autre, la racine carrée du temps en fonction du temps, qui devrait donner une droite, de laquelle droite on va tirer l'information de l'accélération. Et un troisième graphique qui va être la vitesse en fonction du temps, qui va être aussi une droite, de laquelle droite on va tirer également la valeur de l'accélération. Évidemment, c'est le même chariot. Les deux méthodes différentes devraient donner la même accélération. Je vais aller vous montrer rapidement en quoi va consister le tableau Excel que vous allez recevoir. D'abord, il va contenir deux feuilles. Une première feuille, position en fonction du temps, et une deuxième feuille, je vous expliquerai, une autre, là ça va être le passage de la petite lamelle seulement sous le deuxième capteur optique, et ça va nous donner la vitesse instantanée du chariot. Or ici, vous aurez eu à prendre 5 valeurs de temps différentes pour un même déplacement d'à peu près 10 cm, 20 cm, 30, 40 et ainsi de suite. On fera 5 essais parce que il y aura un petit peu des variations dans le temps. Ça va nous donner une erreur statistique. Je vais parler de ces choses-là tout à l'heure. Au laboratoire, dans cette période de pandémie, vous n'aurez pas le temps de faire tout ça individuellement. Vous allez être capable, en mesure de comprendre toutes les manipulations. Par contre, je vais envoyer ensuite à chaque équipe un tableau comme celui-ci dans lequel il n'y aura que des données ici. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Et vous aurez à remplir les cases jaunes avec des fonctions. Et c'est de ça dont je veux surtout parler cet après-midi, ce matin. OK. Je vais donc décrire les grandes lignes du traitement à faire sur Excel. Mais je vais vous montrer, et vous pourrez évidemment regarder ces capsules-là sur YouTube, mais je vais aller vous montrer un autre endroit où vous pouvez trouver une grande quantité de vidéos sur le traitement Excel.
et j'y vais immédiatement. Vous vous rendez sur le site du collège, vous cliquez sur Programme, vous allez dans Page des programmes, vous allez dans Physique, et ici vous allez choisir Vidéo Excel, et vous allez voir, il y a un paquet de vidéos. Ça a été fait par notre collègue Marie-Élisabeth Sicard, que vous allez éventuellement rencontrer dans l'un ou l'autre de vos cours de physique. Elle va être encore là. Moi, je serai parti à la retraite. OK, alors je reviens sur ce que je veux faire avec vous. C'est, je vais parler à partir d'un tableau de données. C'est un tableau que j'ai acquis en laboratoire il y a plusieurs années avec un montage similaire. Sauf qu'à l'époque, on avait des chronomètres pour lesquels il n'y avait que 3 chiffres après le point. J'ai rajouté des zéros partout ici. Votre chronomètre, vous, va avoir 4 chiffres. Il va se rendre au 10 millième de seconde. Ce qu'on va avoir à faire ici, c'est rentrer le temps moyen, la moyenne des 5 essais, et calculer une incertitude. Quelle est l'incertitude? On voit bien ici que tous les temps ne sont pas les mêmes. On sait tout de suite qu'il y a une incertitude. Mais il y a d'autres sources d'incertitude. Et je vais aller discuter avec vous de... excusez, ici. Les sources d'incertitude. D'abord, il y a des valeurs mesurées et des valeurs calculées. On va vouloir avoir de la vitesse du chariot ou l'accélération du chariot. Mais on ne mesure pas une vitesse, on ne mesure pas une accélération. Ce qu'on va mesurer au laboratoire, ce sont des longueurs et des temps. Ce sont des valeurs mesurées. Les longueurs, on va les mesurer avec un mètre. Mais sur le mètre, il y a une incertitude. Même s'il y a des lignes déposées, qu'on nous dit-on, à chaque millimètre, qu'est-ce qui assure qu'il y a vraiment 1 millimètre entre ces lignes-là? Okay? Imaginez que les lignes sont déposées, c'est une peinture, sont déposées, on dépose une espèce de gabarit avec des fentes à des endroits précis, on dépose une peinture ou on brûle un métal. Mais si au moment où on dépose le gabarit, il fait un peu plus froid que normal, le gabarit est contracté, il y aura moins qu'1 millimètre entre les lignes. Si à l'inverse, il fait un peu plus chaud, le gabarit est étendu, il y aura un peu plus qu'1 millimètre. Donc, on ne peut pas présumer qu'il y a seulement, que c'est vraiment 1 millimètre. Les sources d'incertitude pour le mètre, ben, il va y avoir la résolution de l'appareil. Bon, sur 1 mètre, ça va être 1 millimètre. Vous avez appris dans d'autres disciplines, notamment la chimie, qu'on prend la moitié de la plus petite division. En réalité, sur 1 mètre, on va prendre 2 fois la moitié. On va prendre une fois au complet la petite division. Pourquoi? Parce que quand on mesure la position d'un objet, on mesure le début de l'objet par rapport à une ligne sur le mètre et la fin de l'objet par rapport à une ligne sur le mètre. On a donc 2 mesures. Dans certains cas, on va même mettre un peu plus que 1 millimètre. Il y a une autre source d'incertitude, c'est le manque de justesse de l'instrument, un pourcentage fourni par le fabricant. On va voir tout à l'heure que pour les longueurs, je pense qu'on dit 0,2%. Ça réfère à justement cette échelle-là, elle n'est pas nécessairement 1 millimètre par division. Okay? Et on verra que pour le chronomètre, là aussi, il y a une incertitude. Et on montre ici une erreur de nature statistique. Je vous ai montré tout à l'heure que vous allez avoir à faire 5 mesures, notamment parce qu'il n'est pas toujours facile de laisser partir le chariot exactement de la même manière. Et vous allez voir que vous risquez d'avoir plus de variations entre vos 5 mesures que je n'en ai montré dans mon tableau. Pourquoi? Parce que l'ancien système avait moins de frottement que les nouveaux systèmes. Donc, vous allez avoir 3 sources d'incertitude sur tous les types de valeurs mesurées. Ici, il va y avoir le mètre et il va y avoir le chronomètre. Dans d'autres cas, dans d'autres laboratoires ou dans d'autres cours de physique, par exemple en électricité, vous pourriez avoir un voltmètre, un ohmmètre. Vous allez avoir le même genre de répartition d'incertitude sur la mesure, sur les valeurs mesurées.
manque de précision, résolution, manque de justesse, pourcentage et éventuellement écart de nature statistique. Alors, on va aller regarder ce qu'on nous dit concernant ce labo ici et on va aller voir comment on fait ça dans le tableau Excel. Bon, à la page 7, on vous dit sur le temps T, l'incertitude sur les mesures. On mesure des temps, on ne mesure pas des vitesses. On mesure des temps et des longueurs. Va être de 0,0001 seconde, qui est la résolution du chronomètre, plus 0,01% du temps mesuré, qui est donc le pourcentage d'imprécision, et l'écart maximal. Il y a un autre delta T dans la deuxième portion, c'est la même formule. Sur la longueur L, c'est la longueur d'une petite lamelle, ce sera 0,1 cm, donc 1 mm, je vous le répète, 2 fois la moitié de la plus petite division, plus 0,2% de la longueur. Et sur X, la distance de déplacement du chariot, 0,2 cm, donc 2 mm plus 0,2%. Pourquoi 2 mm? Ben, c'est parce qu'il y a des risques de malpositionnement des capteurs optiques. Fait qu'on a pris un petit peu plus de marge de manœuvre ici. Alors, on va aller voir dans le tableau Excel maintenant. On va vouloir entrer des fonctions. Alors, je vais temporairement revenir ici. Ce dont je vais discuter pour Excel, tout ça, vous allez pouvoir le trouver à partir des pages aux alentours de 65, 66, 67. Tout ce dont je vais discuter, vous allez pouvoir le trouver là, à la fin du guide des travaux pratiques que vous allez trouver dans Moodle. Mais vous allez aussi le trouver dans les capsules vidéo qui ont été faites par Marie-Elisabeth Sicard sur le site du département de physique. On va y arriver. On va revenir là où je veux en être. Voilà. OK. Alors, on va aller regarder dans le tableau Excel. J'ai dit qu'on veut entrer, on veut calculer la moyenne des 5 fonctions, des 5 valeurs à gauche. Pour entrer une fonction dans Excel, on commence par écrire un signe égal. Ça dit Excel, ce que je vais entrer, ce n'est pas juste de la littérature, je vais te demander de faire des calculs. Et là, ce qu'on veut, c'est la moyenne. Ben, on va commencer à écrire moyenne, M-O-Y, et là, Excel va nous proposer des fonctions. On veut faire moyenne, on double-clique sur moyenne, et il nous dit moyenne de quoi? Ben, on sélectionne les 5 cellules et on peut cliquer sur retour, entrée, et il vient de nous donner la moyenne. Alors, ceci donc, c'est pour entrer une fonction. Maintenant, on ne veut pas être obligé de réécrire la fonction à chaque ligne. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper ou de tomber dans un ennui terrible. Alors, comment fait-on? On va aller cliquer sur la cellule. On veut la copier, cette fonction-là, vers le bas. Vous allez déplacer, comme je fais mon curseur, vers le coin inférieur droit. Vous ne le verrez peut-être pas dans la vidéo, mais le curseur va se transformer en une croix noire. Vous descendez, sélectionnez toutes les cellules dans lesquelles vous voulez que la fonction soit copiée, et elle vient de l'être. Regardez ici. Première cellule, les moyennes de B7 à F7. Cette cellule-ci, les moyennes de B10 à F10. Donc ici, Excel a appris que vous vouliez faire la mesure des 5 cellules à gauche. C'est donc un référencement relatif. Je vais vous montrer un peu plus tard que parfois, il faut dépasser ça. OK. Alors, on a parlé d'incertitude sur le temps mesuré. Notre chronomètre n'est pas parfait. On a dit que l'incertitude, on va entrer une fonction, donc, égale 10 millièmes de seconde, 0,0001, plus 0,01% du temps mesuré, donc 0,01% de quoi on multiplie et on dit
0,01% de cette valeur-ci, plus, maintenant, on veut trouver le maximum l'écart entre les 5 valeurs, ça va être la valeur max moins la valeur min, divisé par 2. Ce que je vais vous dire est écrit dans la toute dernière page de votre guide des travaux pratiques. Bon, on va entrer une fonction qui va écrire. On va utiliser la fonction max d'Excel. Max de quoi? Max des 5 cellules à gauche. On ferme la parenthèse. Moins le min. Min de quoi? Mais min de rien? Non, min des 5 cellules à gauche. Et tout ça, on va le diviser par 2. Ici, si j'étendais je peux demander à Excel de donner plus de chiffres. Il me dit que ça se rend jusqu'à 0,007. Ce qui veut dire que mon incertitude ici, elle est sur le 10 millième de seconde. Je copie cette formule-là vers le bas. Et je vois ici un cas où, en fait, ici, mon incertitude s'arrête au millième de seconde. Ici, j'ai des 10 millièmes, ici, au millième de seconde. Alors, quand vous allez remettre dans le rapport en Word, vous devez me remettre une copie de ce tableau-là au complet. Dans Word, vous devez respecter les chiffres significatifs. Quelle va être notre règle quant aux chiffres significatifs? Ici, ça va être l'incertitude. Je vais garder un seul chiffre pour l'incertitude. Ici, j'ai droit jusqu'au 10 millième de seconde. Alors, je vais faire pareil pour lui. Oups, excusez, l'autre direction. Ah, j'ai droit au 10 millième de seconde. Ici, par contre, j'ai droit seulement au millième de seconde. Je vais lui demander ici d'arrondir. J'ai 3 chiffres, c'est correct. Ici, je devrais rajouter un autre chiffre. Oups, mauvaise direction. Et là, je pense que vous comprenez, je ne continuerai pas pour ça parce que ça pourrait prendre du temps. Donc, l'idée, dans le rapport que vous allez me remettre dans Word, vous allez copier ce tableau-là, mais ce que je veux voir dans Word, c'est un tableau dans lequel vous respectez les chiffres significatifs de la façon dont je viens de le faire, c'est-à-dire que c'est l'incertitude qui me dit combien de chiffres après la décimale j'ai le droit de conserver. Mais je dois tous les conserver. Ici, j'ai droit au 4e chiffre, je le garde. Or, on vient d'apprendre comment traiter les incertitudes sur les valeurs mesurées. On vient d'apprendre comment entrer une fonction, comment copier des fonctions. Je vais faire la même chose ici pour x. On avait une formule qui disait égale 0,2 plus 0,2% de 0,2% fois x, et ça me donne l'incertitude dans x. Et voilà, on a nos incertitudes dans x et dans t moyen. Bon, dans un premier temps, je vais le faire rapidement parce que c'est plutôt dans l'autre capsule que je vais aller traiter des graphiques. Mais comment fait-on un graphique? Ben, on va allumer ici les valeurs qui vont servir d'abscisse, l'axe horizontal. Quand on les a sélectionnées, on appuie sur la touche CTRL et on va sélectionner ce qui va arriver en ordonnée, donc l'axe vertical. Maintenant, Excel sait que j'ai sélectionné 2 colonnes de chiffres. Je vais aller dans Insertion, regarder des graphiques et je vais prendre celui-ci. Bon. Bon, pour revenir en arrière, on fait CTRL-Z. Voilà. OK. Alors ici, Excel nous montrerait quelque chose qui ressemble à une parabole et on pourrait les jouer ici sur... oh, je me suis trompé, l'avez-vous vu? OK, on recommence. J'ai mis l'incertitude en X plutôt que X. Alors, ce sont ces 2 colonnes-là. Je vais dans Insertion, Graphique, je choisis
cette forme-ci. Et on a une parabole. OK, alors je ne veux pas me concentrer sur ça pour le moment. On va devoir faire, ici, c'est une parabole. Il serait difficile de tirer une valeur d'accélération d'une parabole comme ça. Il faudrait dériver deux fois. Ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle linéariser le graphique. On va trouver une façon de transformer nos données pour qu'elles donnent lieu à un graphique linéaire duquel on va tirer la valeur de l'accélération. Pour ce faire, je vais retourner au guide de labo. Or, ici, on montre que, bon, x, on le veut en classe, l'expression, on va trouver au labo des moyens d'avoir x0 et v0 égale à peu près 0. La vitesse, ben, c'est l'accélération at plus v0. Si on prend à gauche et à droite la racine carrée de cette équation ici, on trouve racine de x devient racine de a sur 2 fois t. Et là, on voit clairement l'analogie avec l'équation d'une droite. La droite y égale mx plus b. Ici, la variable indépendante, le x, ça deviendrait notre temps t. La variable dépendante, le y, ça devient racine de x. Et la pente, ben, ça va être de la pente, on va tirer l'information sur a en faisant a égale 2 fois la pente au carré. Or, on va linéariser le graphique et on devrait avoir une droite. Et de la pente de la droite, par un petit calcul, ben, on devrait être capable de trouver la valeur de l'accélération. Revenons donc à notre graphique. On veut le temps et son incertitude, alors je vais copier les valeurs. On sélectionne les valeurs, on choisit CTRL-C, et là, je vais faire une bêtise. Je vais venir le faire ici et je vais faire CTRL-V. Et là, on voit qu'il n'y a rien qui apparaît. Pourquoi? On voit des divisions par zéro. Pourquoi? Ben parce que lui, il s'attend encore à faire la moyenne des 5 valeurs à gauche, des 5 cellules à gauche, mais il n'y a rien ici. Or, c'est un cas. Là, je vais faire CTRL-Z, qui veut dire annuler. Je vais ici, au lieu de copier les valeurs, de copier les fonctions, on va aller dans coller des valeurs. Là, c'est des chiffres qu'il a posés là. Si je viens ici, il ne voit pas de formule. Il a juste transposé les chiffres. On va maintenant calculer la racine de x. On fait égal, formule. Pour mettre un nombre ou même une expression qui serait dans une parenthèse, pour l'élever à une puissance, on fait ce nombre-là, on choisit la cellule, on met accent circonflexe fois l'exposant 0,5. Et là, vous voyez, ça c'est la cellule 10, K7 qui vaut 10,1 à l'exposant 1,5. Voilà. Encore là. Bon, il existe d'autres façons de faire. Il y a une fonction qui est puissance du nombre, ça prend une parenthèse, tout ça, mais c'est beaucoup plus simple de juste faire l'accent circonflexe et on entre l'exposant. Ça peut être un exposant négatif. Vous l'insérez alors dans une parenthèse. Ici, on va maintenant de la racine de x. Ce n'est pas une valeur mesurée. C'est une valeur calculée. On n'a pas mesuré la racine de x. X, c'est le déplacement. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'on fait avec des valeurs calculées. Comment on va calculer l'incertitude sur une valeur, non pas une valeur mesurée, c'est ni une longueur ni un temps, c'est une valeur calculée. Alors, un peu plus loin, la page 56 ou quelque chose comme ça, sur les valeurs calculées. Bon, ça peut être une valeur qui résulte de l'addition de deux autres valeurs ou de la soustraction de deux autres valeurs. Ça, c'est les règles simples. Ben, l'incertitude sur une somme, c'est la somme des incertitudes.
L'incertitude sur une soustraction, c'est aussi la somme des incertitudes. Pourquoi? Parce que des incertitudes ne s'annulent jamais mutuellement. Les incertitudes peuvent seulement s'additionner. Ça va être des règles simples. Règle simple sur un produit ou un quotient. Vous allez avoir à le faire pour une vitesse. Une vitesse, ça va être une longueur sur un temps, ça va être un quotient. Ben, la vitesse, l'incertitude relative, donc en pourcentage, l'incertitude sur A, ça va être la somme des incertitudes relatives. Donc ici, ce serait delta x sur x plus delta t sur t. Maintenant, nous, c'est une incertitude absolue qu'on veut. On va vouloir prendre le A qui est ici et venir multiplier cette parenthèse-là au complet. Sur une règle de puissance, comme par exemple, ici A, ça serait racine de x est égal à x à la 1/2. Bon, on aurait l'incertitude relative du racine de x, ça serait le 1/2 fois delta x sur x, et ensuite on multiplie par le racine de x. Mais on a une autre façon de faire que je vous permets, qui est la méthode des extrêmes. C'est-à-dire, on a une valeur minimum 10.1 moins 0.2 ou 10.1 plus 0.2. Ben, on pourrait prendre la racine de 10.1 moins 0.2 moins la racine, plus 0.2 moins la racine du maximum et tout ça divisé par 2. Je vais vous montrer les deux possibilités. Mais dès que vous aurez bien appris à maîtriser les règles simples qui ne s'appliquent qu'à ces cas-là, vous allez préférer utiliser ça qu'à la méthode des extrêmes qui peut donner lieu à des formules très très longues. Mais je dois vous signaler ici que ces règles simples-là ne s'appliquent pas aux valeurs, aux fonctions trigonométriques. OK, alors revenons à Excel. Je dois maintenant calculer l'incertitude sur racine de x. On a dit c'est égal à la puissance, ici c'est 0.5, fois le delta x, divisé par le x, ça nous donnerait l'incertitude relative, et on multiplie par la puissance. Vous voyez ici, je vais encore augmenter ça. OK. Vous voyez ici un chiffre et vous en voyez un identique là. Pourquoi? Parce qu'ici, je vous ai montré la façon, par la méthode des extrêmes. Ben, j'ai fait K7 plus l'incertitude, sa racine carrée. Donc, la racine carrée de x maximum moins la racine carrée de x minimum, K7 moins l'incertitude, tout ça divisé par 2 et on voit que ça donne le même résultat. Mais c'est beaucoup plus simple comme ça. OK, je vous recommande d'apprendre à travailler avec les règles simples. Bon, encore ici, on regarde. Toutes nos incertitudes s'arrêtent au deuxième chiffre après le point. Donc, je n'ai pas droit à plus que 2 décimales, ni ici, ni là. Je ne garde que 2 chiffres. C'est ça que je veux voir dans le tableau Excel que vous copiez dans Word. Celui que vous allez également me laisser dans la boîte de remise dans Moodle, lui, c'est indifférent. Vous pouvez laisser ça comme ça. Pourquoi je vous demande le fichier Excel? Parce que je veux valider, vérifier que vous utilisez bien partout toutes les fonctions Excel. Ça fait partie de l'apprentissage, ce n'est pas optionnel. Il n'est pas question de faire un calcul sur une calculatrice et de l'entrer là. Il faut vraiment apprendre à utiliser les fonctions Excel. Excel est un logiciel qui est très, très performant. Le tout petit peu qu'on vous en fait apprendre, c'est très, très peu. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses et ça coûte vraiment pas cher et on voit ça dans Office partout, tout le monde là. Moi, je m'en sers encore dans des projets de recherche. J'échange des données avec des collègues et on peut chacun de notre côté continuer de traiter les données. Et je répète, Excel fait beaucoup plus que le petit peu que vous allez apprendre à faire. OK. Alors, on va aller commencer à regarder. On a donc vu incertitude sur les valeurs mesurées, incertitude sur les valeurs calculées. On a parlé des chiffres significatifs. Chiffres significatifs sont déterminés par on garde un seul chiffre sur les incertitudes et c'est ce chiffre-là qui me dit
jusqu'où j'ai le droit de garder des chiffres significatifs dans la valeur calculée, comme pour l'accélération tout à l'heure, ou la vitesse. Okay? C'est vraiment extrêmement important dans la méthode scientifique. Les chiffres significatifs, le calcul d'incertitude nous disent jusqu'où on a le droit de prétendre avec nos choses. Il y a un certain nombre d'années, on se rapproche de 10 ans, il y a une équipe de grands chercheurs, en particulier élémentaires, ils ont publié un papier disant qu'ils avaient pour la première fois trouvé des neutrinos allant plus vite que la vitesse de la lumière. L'article contenait 21 pages. Sur les 21 pages, il y avait 19 pages de calcul d'incertitude parce qu'ils savaient qu'ils venaient de dire quelque chose d'énorme, de gigantesque. Et ils n'avaient pas réussi à trouver autre chose. Fait qu'ils l'ont donné à la communauté de scientifiques, disant aidez-nous. Puis en fait, c'est eux-mêmes qui ont trouvé le problème 2 mois après. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec un connecteur. Mais juste pour la petite histoire, le soir même où c'était sorti, il y a un paquet de grands théoriciens qui sont arrivés sur la scène en écrivant des articles pour expliquer qu'il était normal que des neutrinos aillent plus vite que la vitesse de la lumière. Ils ont peut-être pas perdu leur emploi, mais ils ont sans doute perdu leur crédibilité tout de suite. OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder rapidement à quoi devrait ressembler ce graphique-ci. Je refais comme tout à l'heure. Je sélectionne les chiffres en abscisse, la colonne en abscisse. Je pèse sur CTRL et maintenant, je sélectionne racine de x. Je vais recommencer. Quand je sélectionne la première colonne, je ne pèse pas encore sur CTRL. Je laisse aller la première colonne, je pèse sur CTRL et vais sélectionner la deuxième colonne. Maintenant, j'ai mes 2 colonnes de sélectionner. Je reviens dans Insertion, choisis Graphique et je vais choisir ce graphique-là. Pourquoi? Pourquoi je ne choisis pas celui-ci? Parce que dans celui-ci, regardez ce qu'il fait. Excel a déjà placé une courbe, ce qu'on va appeler une courbe de tendance. Ça donne que c'est déjà très, très linéaire. Mais si vous aviez, et vous allez avoir plus de variations, alors ici, vous faisiez ça, il ferait une courbe en zigzag. C'est comme si vous disiez la loi du MRUA, c'est la loi du zigzag. Alors, vous allez plutôt choisir ceci et c'est seulement après qu'on va apprendre comment traiter le graphique, rajouter des barres d'erreur et toutes sortes de choses comme ça. Maintenant, avant de terminer cette vidéo ici, je veux vous rappeler qu'il y aura une deuxième feuille dans le tableau que vous allez recevoir. Ce que vous allez recevoir, il n'y aura pas de formule, c'est à vous de les entrer. Vous allez avoir des données. Il va y avoir une deuxième feuille dans laquelle on aura mesuré la toute petite lamelle. Je vais aller vous la montrer sur le schéma du montage. On devrait y arriver. Non, c'était dans l'autre direction. OK, voici. Cette petite lamelle-ci devrait être à peu près 2,5 cm. C'est elle qui, en passant ici, va déclencher le chronomètre dans un mode qu'on va appeler le mode pulse. Quand elle va arriver ici, va passer au deuxième capteur optique, va arrêter le chronomètre dans le mode pulse. Mais après avoir fait vos mesures dans le mode pulse, tout en gardant la même distance entre les 2 capteurs optiques, vous allez refaire 3 essais dans un autre mode, qui va être le mode gate. Gate, une largeur. Le chronomètre va déclencher, le chariot va partir comme exactement de la même façon qu'avant. Et là, le chronomètre va déclencher quand la lamelle va commencer à passer sous le capteur 2 et va s'arrêter quand la lamelle va avoir fini de passer. Alors, ce qu'on va avoir fait là, c'est qu'on va avoir pris une toute petite distance, longueur, et on va mesurer le temps de passage de cette lamelle-là sous le capteur numéro 2. Le capteur numéro 2 va s'être trouvé à différents endroits au fur et à mesure qu'on déplacera.
Et en faisant ça, on va être capable de calculer la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, c'est la distance x divisée par le temps de parcours complet, mais la vitesse instantanée, c'est la longueur de la lamelle divisée par le temps que ça lui prend pour passer sous le capteur numéro 2. Alors, si je reviens au deuxième tableau, ici, vous aurez entré la longueur, la largeur de la lamelle, quelques centimètres, et son incertitude. Et vous aurez pris 3 mesures en mode gate. Et on vous indique ici comment calculer le T' que vous allez mettre ici. Il va être composé du T moyen, qui est le même que dans l'autre feuille. Vous allez le rapporter ici comme j'ai fait tantôt, coller des valeurs. Et vous allez calculer une incertitude qui va être, c'est une somme d'incertitudes. Et vous allez calculer la vitesse. Bien, la vitesse, ça va être le L qui est ici, divisé par ce delta T2. Et pour son incertitude, vous pouvez prendre la méthode des extrêmes, mais je ne vous le recommande pas. C'est tellement plus simple de prendre la règle simple du quotient. OK, alors j'arrête ici pour cette première capsule. On se retrouve dans une autre capsule où on va aller regarder qu'est-ce qu'on fait dans ce graphique-là pour aller tirer l'information de l'accélération. On a dit tantôt que la pente de cette droite-là devrait être égale à la racine carrée de l'accélération divisée par 2. OK, j'arrête ici.